Alors, on avance un petit peu, on va évoquer ce que j'évoquais tout à l'heure dans le sommaire, ce qui se passe du côté de l'Iran. Écoutons Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, ou le ministre de la Défense, peut-être de Donald Trump, qui avertit qu'ils vont combattre jusqu'au bout. Grâce au leadership du président Trump, nous sommes en train de revenir en arrière et de reconstituer une base industrielle de défense. L'urgence est notre mot d'ordre. Il faut rétablir une armée dont le peuple américain soit fier. Une armée qui suscite la peur de nos adversaires et la confiance de nos alliés. Nous combattons pour gagner, quel que soit le scénario. Voilà, le secrétaire d'État à la guerre, comme le dit Gauthier Lebret. C'est pas le secrétaire d'État à la Défense. Eh bien, comme Emmanuel Macron a rebaptisé le ministère de la Défense le ministère des Armées quand il a pris le pouvoir en 2017, et Donald Trump, à son retour, a rebaptisé le secrétaire d'État à la Défense, secrétaire d'État à la guerre, qui était on change nos petites un prélude à ce qui allait se passer en Iran. Alors, on est avec Geoffroy Roux de Bézieux qui nous a rejoint. Bonsoir à vous, Bonsoir. ancien président du MEDEF. Là, ce que nous annonce Pete Hegseth, ce que dit Donald Trump en disant que le blocus va se prolonger plusieurs mois, ce n'est pas très bon signe pour l'économie française et mondiale. Mondial, oui, avec un baril qui est à 118 $, je crois, ça veut dire qu'on est parti pour un prix de l'énergie, enfin des énergies fossiles, pétrole et gaz, qui est durablement haut. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe en particulier quand même, parce que les Américains sortent un peu gagnants. Je ne dis pas qu'il a provoqué la guerre pour ça, mais Pour l'instant, ils sont un petit peu perdants, non ? Gaz, Ils ne sont pas un peu perdants pour l'instant ? Non, parce qu'ils sont exportateurs nets d'énergie fossile. Ils nous vendent du GNL. Enfin, encore une fois, je ne suis pas dans la thèse, il a déclenché la guerre mais la réalité économique, c'est que les deux zones qui perdent, c'est l'Asie, qui importe 100% de ses énergies, et l'Europe, qui importe une partie importante, même si on a développé le nucléaire. C'est-à-dire la France, un tout petit peu moins que les autres. Qu'est-ce qu'on dit aux Français ce soir, donc, Geoffroy On dit aux Français que... On leur dit la vérité ? Oui, je pense d'abord... Ça va être difficile. Ça va être long. Ça veut dire que le prix, pour être très concret, j'allais dire à hauteur d'homme, le prix du pétrole, du gazole et de l'essence va rester durablement au-dessus de 2 €. Et ça veut dire qu'il faut y réfléchir. Et ce n'est pas en disant on va électrifier le parc. Ça ne répond pas dans les 6-12 prochains mois. Non, moi, alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que c'est aux entreprises de prendre leurs responsabilités. Parce que, en faisant quoi ? En trouvant un système, alors il y en a besoin de l'État, de primes défiscalisées en fonction des kilométrages supplémentaires. En fait, la réalité, c'est que c'est très différent en fonction des entreprises et des salariés. Je trouve, là, j'ai eu ce matin, par hasard, dans une des entreprises que je dirige, enfin, dont je suis actionnaire, il y a une discussion autour d'un déménagement. Donc ça rajoute, pour certains, 10 km, il y en a d'autres qui font 10 km en moins. Donc on ne peut pas faire une mesure pour tout le monde en disant une prime, machin, ça ne marchera pas et ça ne correspond pas à la réalité. Donc il faut le faire au niveau de l'entreprise, par un accord d'entreprise, et il faut que ça soit défiscalisé pour pas que ça génère des charges supplémentaires. Donc à un moment ou à un autre, il faut rendre la parole au dialogue social dans les entreprises. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités, parce que de toute façon, des salariés qui payent pour travailler, en quelque sorte... Enfin, c'est un peu ce qui se passe. Problème, parce que qui est pénalisé ? Il y a le cas particulier des gros professionnels, gros rouleurs, que je mets à part. Mais c'est les salariés qui travaillent. C'est, je crois, le chiffre, je ne sais pas qu'il n'a pas bougé, c'est 25 km en moyenne, mais c'est une moyenne. Puisque, évidemment, si vous êtes en région parisienne, prenez le métro, vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est ça le sujet. Bien sûr. Il y a aussi le sujet du travail, du travail notamment le 1er mai. On est en plein débat sur ce fameux 1er mai. On va écouter le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui fait, lui, le pari de l'intelligence collective. Écoutez ce qu'il a dit. Le 1er mai 2026, ce n'est pas un 1er mai 24 ou 25. C'est un 1er mai où le gouvernement fait appel à l'intelligence collective de toutes les parties prenantes, légitimé d'ailleurs par le fait que, je le redis, il y a eu un énorme travail de dialogue social, et j'y étais, donc je peux en parler. Et je considère qu'on a un consensus, on a une convergence. Alors, ce n'est pas un accord signé ou un accord social. Il y a des discussions sérieuses qui ont été faites. Moi, je crois en la parole des gens. Un équilibre a été trouvé par un dialogue social sincère, en responsabilité, autour des artisans. C'était important, bien évidemment, et on peut le comprendre. C'était l'intention d'ailleurs de départ. Artisans boulangers, pâtissiers, artisans fleuristes. Aucune instruction particulière n'a été donnée aux inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail sont donc libres de faire des contrôles, bien évidemment. Ils sont libres de faire des contrôles, merci, monsieur le ministre. Ils ne vont peut-être pas s'en priver. Là-dessus, Geoffroy Roux de Bézieux, qu'est-ce qu'il faut dire sur le 1er mai ? Vos deux questions, quand on les prend, la France s'occupe de savoir s'il faut ouvrir certaines boulangeries et certains fleuristes le 1er mai, pendant que le monde brûle et que l'économie et l'industrie européenne étant en voie de, peut-être pas de disparition, mais enfin, on a vraiment l'impression que c'est deux mondes, quoi. Il y a celui qui se regarde le nombril, sur ce micro-sujet. Alors, je nie pas le symbole pour
pour l'histoire, etc. Encore que, je ne sais pas si vous le savez, mais le 1er mai, chômé et férié, c'est le gouvernement de Pierre Laval. Hein. Donc, défendre le symbole, moi, quand je vois les syndicats défendre le symbole, je rigole. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, le vrai problème n'est pas là. Il faut travailler plus en France. Et d'ailleurs, finalement, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce débat, c'est pas tellement la polémique sur les fleuristes et les boulangers, c'est que LFI a proposé 7, 8 ou 9 jours de congés, enfin de fériés supplémentaires. On voit bien. Il y a 2 partis, enfin pas au sens parti politique, deux prises de position philosophiques. Il y a ceux qui pensent que le travail est une aliénation et qu'il faut le réduire au minimum. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est un épanouissement, c'est nécessaire à l'homme. Et c'est surtout nécessaire pour créer de la richesse et qu'il faut augmenter le temps de travail. Et finalement, là, on est sur l'espèce de tout petit sommet de la pyramide. Gauthier Lebret, Gérald Darmanin a pris une position assez hostile au fait de travailler le 1er mai. Alors vous savez, le temps tourne et nous rapproche de plus en plus de l'élection présidentielle de 2027. Gérald Darmanin est un élu du Nord, élu de Tourcoing. Il vise aussi l'électorat populaire de Marine Le Pen, qui est à quelques kilomètres de là, à Hénin-Beaumont, et plus largement le bastion minier est devenu un bastion du Rassemblement national. Donc il veut incarner la droite sociale. Donc effectivement, en filigrane, il faut lire une attaque contre Gabriel Attal qui voulait permettre aux fleuristes et aux boulangers de travailler le 1er mai parce qu'il expliquait que les fast-food pouvaient ouvrir, fast-food américain parce que c'est de la restauration rapide, mais pas le boulanger et le fleuriste français, ce qui est quand même une dinguerie, et passez-moi l'expression, mais il voulait permettre à toutes les entreprises qui le souhaitaient de pouvoir ouvrir. Sur la base du volontariat. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, en signant un accord avec le salarié qui prouve qu'il est volontaire et qu'il n'est pas contraint par son employeur et évidemment moyennant d'être payé double. Donc ça ne se limitait pas aux fleuristes et aux boulangers. Gérald Darmanin, il dit c'est très bien pour les fleuristes et pour les boulangers, mais pour tous les autres, le 1er mai, c'est très bien que ça soit un jour chômé, c'est très bien parce que c'est notre passé, c'est notre histoire. Il y a eu des morts, a-t-il dit, dans sa région. Il s'oppose à Gabriel Attal, très clairement, et il joue sa carte et sa partition pour 2027 en incarnant ce que je vous ai dit, une droite sociale. Alors, François de Rugy, on ne travaille pas assez dans ce pays, il faut travailler plus, notamment le 1er mai. On part de la situation économique du pays, de la question du pouvoir d'achat, et on arrive à de la politique politicienne. Il faudrait quand même en sortir, parce que non seulement il y a ce qu'a dit Geoffroy Roux de Bézieux sur le volume global de travail en France, on peut le prendre en nombre d'heures, en nombre de semaines, en nombre d'années, on est en dessous de la moyenne européenne. On ne parle pas de l'Inde, de la Chine ou de pays lointains. On parle de nos voisins qui ont à peu près le même niveau de vie. Au passage, d'ailleurs, à peu près le même niveau de vie, mais la France a tendance plutôt à baisser. Par rapport au classement européen. Et si on compare simplement la question du pouvoir d'achat autour des carburants et la question du travail, en fait, des heures supplémentaires, parce que le 1er mai, comme les dimanches et les jours fériés, c'est mieux payé quand on travaille, qu'on est volontaire, on travaille plus pour payé. Gagner plus. Eh bien, c'est aussi une façon de gagner plus et donc de pouvoir faire face à des dépenses supplémentaires ou de pouvoir continuer à partir en vacances l'été prochain. Et donc, moi, je trouve qu'on devrait faire preuve de plus de souplesse. Et quand je vois le ministre, Jean-Pierre Farandou, on voit bien, il essaye de ménager... Ancien chef d'entreprise, quand même. Et de quelle entreprise ? La SNCF. Oui, mais une entreprise... On de Bézieux, quand même. Attendez, la SNCF, elle est habituée à travailler tous les dimanches. Oui. Et tous les jours fériés, parce que c'est les jours où on prend le plus le train. Donc, on risque pas de mettre, si vous vous rendez compte, si les cheminots disaient, nous, on veut pas travailler, et là, c'est pas sur la base du volontariat. Attention, parce que sinon, il y aurait pas de train, les musées seraient pas ouverts, les cinémas seraient pas ouverts. Les inspecteurs du travail pourraient pas travailler. Tout ce qui ne marcherait pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui défendent, parce que ça, ils le disent pas trop, mais je pense que dans les milieux patronaux, on le sait, tous ceux qui travaillent dans le tourisme, défendent les week-ends prolongés parce que ça leur fait du travail, mais enfin ils sont bien contents qu'il y ait des gens qui travaillent dans leurs entreprises ces jours-là. Donc il faut quand même qu'on mette un peu plus de liberté. Et entendre le ministre dire non mais finalement j'ai eu un accord avec les syndicats, mais il y en a qui font des recours, et puis les inspecteurs du travail ils pourront continuer à les contrôler tout. Ça veut dire qu'en fait on est dans la sécurité juridique. C'est un haut fonctionnaire. Excusez-moi, mais le pire de la déclaration du ministre Farandou, c'est qu'il dit au départ vous inquiétez pas, tout ça va se passer relativement bien. En gros, il n'y aura pas de l'intelligence collective. L'intelligence collective. En gros, vous inquiétez pas. Les boulangers, les fleuristes, vous ne craignez rien. Il n'y aura pas d'amende. Et à la fin, ça se termine. Oui, les inspecteurs vont travailler le 1er mai. Mais comme ils travaillent tous les premiers mai. Ils seront libres de faire des contrôles. Donc en fait, il y aura des contrôles. De la loi Attal, c'était de dire non, il faut qu'ils signent un papier. Eux aussi, il faut qu'ils signent un papier. Laetitia, peut-être une justement d'avoir en été à avance. la tête de la SNCF, ça dit bien à quel point on se fait écraser par les syndicats aussi, parce que la SNCF, c'est dans le rapport social, c'est rarement la direction qui gagne. Les droits des travailleurs sont extraordinairement bien défendus, trop bien défendus peut-être par rapport à l'entreprise. Mais il y
y a un vrai problème. Le symbole de ce 1er mai, il y a un vrai problème en France avec le travail. Et encore une fois, une partie des Français en aura le bol. Même s'ils sont moins bien traités, enfin pas moins bien traités, mieux traités salarialement, mais avec moins de protection, moins d'état social, moins de border autour d'eux, eh bien ils partent dès qu'ils peuvent, parce qu'il y en a. Voilà, en France, on gagne pas sa vie quand on travaille. Alors ça, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un vrai sujet qui ramène aussi au pétrole, qui ramène à tous les sujets. L'immigration, c'est la même chose. Donc, tant qu'on ne se sera pas attaqué à cette valorisation du travail pour que les gens qui s'engagent dès le matin jusqu'au soir, eh bien, gagnent suffisamment pour absorber même les crises. Pour rapprocher le brut du net, quoi. Ouais, alors j'ai lu l'interview de M. Bardella dans le JDD qui dit on va rapprocher le brut du net. Évidemment, tout le monde est d'accord avec ça. Alors, c'est en plus pas tout à fait au niveau du SMIC, parce que là, on est quasiment équivalent, c'est plutôt les salaires moyens. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça finance, ces cotisations ? 2 grandes dépenses sociales, qui sont la santé et la retraite. Et donc, la vérité, manifestement, il n'a pas voulu aller au bout, on comprend pourquoi, c'est que pour rapprocher le brut du net, il faut accepter de réduire la progression, parce que c'est des dépenses qui progressent par le vieillissement de la population, de la santé. Ça veut dire qu'il faut que chaque médicament coûte 1,50 € et pas 50 centimes, et de la retraite, et que d'une manière ou d'une autre, il faut travailler plus longtemps ou en partie désindexer les pensions. La vérité, elle est là. Elle est très dure à dire quand on est homme politique, parce qu'elle fait mal. Mais je ne vois pas, à partir du moment où l'essentiel des dépenses sociales, c'est ça, il y a sûrement des choses à économiser ailleurs, mais en masse, la réalité, elle est là. C'est que pour que le travail repaye, vous savez, les syndicats, moi je comprends, le raisonnement dit c'est du salaire différé, la cotisation. Mais dans un système qui n'est pas un système de capitalisation à la retraite ou de compte personnel, ça ne marche pas. Parce que en réalité, vous payez pour les autres. Et c'est ça la vérité. Pour rien. Et c'est très dur à entendre, mais c'est la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas le principe historique du système de retraite, parce que le principe historique du système de retraite par répartition, c'est les cotisations de l'année payent les pensions de l'année. Oui, elles ne payent pas nos pensions futures, elles payent les pensions de l'année. C'est une solidarité entre générations et non pas tout au long de l'année. Il y avait un équilibre des générations, et aujourd'hui, mais le travail paiera le jour où effectivement on arrivera à dire les gens. On responsabilise mieux les gens, ils sont responsables plus de leurs dépenses de santé, plus de leur retraite avec de la capitalisation. Je vois bien la difficulté politique d'articuler ça, mais c'est quand même la vérité. Alors, Gauthier Lebret. Ça va juste s'empirer, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Vous êtes très pessimiste, vous. Joyeux. Pas joyeux, vous. Joyeux parce que... Excusez-moi. C'est une marotte, mais depuis 1945, c'était la première fois où on avait fait aussi peu d'enfants. Et on s'est retrouvé cette année avec plus de décès, enfin l'année 2025 qui vient de s'écouler, plus de décès que de naissances. Donc, si vous voulez travailler toujours moins, ok. Vous voulez faire toujours moins d'enfants, ok. Mais vous voulez toujours plus de droits, pas ok. Parce qu'au bout d'un moment, qui va payer les retraites si vous avez toujours moins de travailleurs ? Donc, ça va être la solution. Mais c'est pas le discours que nous tiennent les politiques aujourd'hui. Non, parce que c'est pas celui qu'attendent la majorité des citoyens. On en revient. Exactement. Oui, on voit sur les retraites. La moindre réforme des retraites. La question démographique, la question des naissances, elle est au cœur de tout. Elle est au cœur du système de retraite. Elle est au cœur de l'immigration. Que fait Pedro Sanchez ? Les Espagnols font de moins en moins d'enfants. Ils viennent régulariser 500 000 personnes. Mais qu'a fait Giorgia Meloni ? Alors, elle l'a fait avec plus de parcimonie. C'était pas 100 000. Voilà, exactement. C'était moins nombreux. C'était une immigration plus choisie que celle de Pedro Sanchez, mais elle l'a quand même fait aussi, Giorgia Meloni. Et elle est pourtant de l'autre côté de l'échiquier politique, parce que les Italiens font toujours moins d'enfants. Donc en fait, c'est un choix de civilisation, là. C'est-à-dire que s'il y a toujours moins d'enfants, les entreprises, elles vont embaucher qui à la fin ? Est-ce qu'on a besoin d'immigration de travail, Geoffroy Roux de Bézieux, aujourd'hui, dans ce pays ? Alors, je rebondis sur ce que dit Gauthier Lebret. Mathématiquement, oui. La question, c'est est-ce qu'on est capable de l'intégrer ? Moi, je suis de ceux qui croient que le travail intègre. Oui, mais s'il n'y a pas de travail. Pas systématiquement. Oui, mais il y a du travail, il y a des emplois non plus. La réalité, c'est que, je crois là aussi, il faut dire la vérité, il y a des restaurants en France, il y a des EHPAD en France, il y a des hôpitaux en France qui ne tournent pas sans l'immigration. Oui. Le problème, c'est qu'on confond immigration économique qui est plutôt en capacité de s'intégrer. Et qui n'est pas la majorité du tout de l'immigration. Non, qui est la minorité totalement. De l'immigration. Et immigration en général. Et le débat est tellement passionnel, émotionnel, qu'il est très difficile à rationaliser. Mais avec la baisse de natalité, et malheureusement, aucun pays occidental depuis 1945 n'a inversé cette baisse de la natalité. Aucun pays, d'ailleurs. Aucun pays. Regardez la Corée du Sud, je crois qu'il y a à peine plus d'un enfant par femme. Non, c'est 0,7 la Corée du Sud. C'est bien pire. Et donc, oui, mais par immigration... Israël.
Oui, avec les Hassidim d'un côté et les Arabes palestiniens de l'autre qui font chacun 8-9 enfants. Mais c'est un cas particulier. Donc oui, on en a besoin, mais c'est aussi, un discours qui n'est pas un discours naïf sur l'immigration. C'est-à-dire que c'est pas tout à tout prix, ça marche pas. Ça ne marche pas. On voit bien que ça crée des problèmes par ailleurs. Bien sûr, avec évidemment la question centrale des salaires qu'on l'évoquait. On évoquait le Rassemblement national, Gauthier, qui a énormément de mal à financer sa campagne. On s'aperçoit que de nouveau les banques françaises refusent de prêter à de nombreux partis, mais en particulier au Rassemblement national. Ça pose un problème quand même que le fait que les banques françaises ne veuillent pas financer ça. C'est un scandale démocratique. C'est un scandale. Faisons cette banque de la démocratie. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est-à-dire que le banquier qui prête au RN, il est sûr d'être remboursé. Ils vont faire plus de 5%. C'est moins dangereux que de prêter à d'autres candidats. Oui, mais alors, c'était plus risqué de prêter à Valérie Pécresse qu'à Marine Le Pen. Valérie, voilà, elle n'a pas fait les 5, donc c'était plus risqué. Okay. C'est plus risqué de prêter aujourd'hui au PS qu'au Rassemblement national. Donc c'est purement idéologique. C'est purement idéologique. Les banques n'ont pas à faire d'idéologie. Que le RN ne puisse pas contracter un prêt auprès d'une banque française alors qu'ils sont les favoris de l'élection présidentielle, c'est juste un petit sujet démocratique quand même. Oui. C'est un sujet démocratique, mais c'est aussi un sujet qui nous renvoie au procès de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Si il y a eu, en effet, un certain nombre d'attachés parlementaires etc., c'était parce que, à l'époque, les banques refusaient de prêter au Front National. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Pas tout à fait pareil. Hein. C'est intéressant parce que... Si, je vais dire pourquoi. C'est intéressant parce que les trois formations, je vais te dire pourquoi, les trois formations politiques qui ont eu des problèmes, c'est pas un hasard. C'est bien sûr le Front National, mais c'est aussi dans une moindre mesure la France Insoumise. On attend toujours, d'ailleurs, on attend toujours. On attend toujours près. Et c'est le MoDem. C'est-à-dire c'était les trois formations qui qui menaçaient l'UMPS, comme par hasard. Ces trois formations avaient un problème avec les banques. C'est comme ça qu'à l'époque ça se passait. Et il faut le dire. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux, là-dessus, sur le financement par les banques françaises, est-ce que c'est aux banques d'ailleurs de financer les partis ? C'est ce que j'allais dire. Parce que Daniel Ball, ce matin, du Crédit Mutuel, dit non. Monstrueuses qui viennent de l'Europe sur les personnes politiquement exposées. C'est devenu difficile d'ouvrir un compte en banque quand vous êtes un homme politique et demander un emprunt immobilier, parce que ça remonte tout de suite au plus haut niveau. Et alors, je ne suis pas là pour défendre François Bayrou, mais il a eu une bonne idée, qui était la banque de démocratie, je ne sais pas comment il avait appelé ça. C'est ça, exactement. Si, parce que je pense que ce n'est pas le rôle des banques de prêter à des associations. L'économie de marché, vous estimez qu'il faudrait une banque d'État pour ça. Oui, les banques privées peuvent le faire. Mais le problème aussi, il faut quand même le dire, pour le Rassemblement national, allez-y après. C'est François qui a pris le lead. Ils ne sont pas bien gérés. C'est pas faux. Et le Rassemblement national. Geoffroy Roux de Bézieux, finissez votre raisonnement. Le MoDem, je ne sais pas, LFI, je ne sais pas, les Verts, etc. Il y a peu de chances pour la banque de ne pas être remboursée. Sinon, en effet. C'est plus dangereux de prêter à l'État français. Attendez, on ne comprend plus rien, tout le monde parle. Monsieur Roux de Bézieux termine sa phrase. Allez-y, Geoffroy. Tout simplement parce que les banques, elles sont là pour prêter à des entreprises for profit, qui gagnent de l'argent. C'est ça leur métier. Non, mais c'est un cas très particulier. Et soit on choisit le système américain, où ce sont les personnes privées riches, et donc ça devient une plutocratie. Ça n'est pas ma préférence, de loin, et on voit ce que ça donne, parce que quand même en ce moment il y a un peu confusion des genres à Washington. Soit on fait un service public limité juste aux campagnes avec le plafonnement, parce que nous on a aussi un sujet que vous connaissez, c'est que les dépenses sont plafonnées. Ça n'existe pas dans beaucoup de démocraties. Donc on a bien cantonné le truc. Ce que croient beaucoup de gens sont bas. Oui, et moi je suis assez favorable parce que ça met tout le monde à égalité. Et je trouve que c'est un rôle, de l'État. Autant l'État en France fait énormément de choses qu'il ne devrait pas faire, autant là je trouve qu'il devrait le faire. Laetitia Guidon. Oui, non, mais moi je trouve très bien. Et je ne suis pas modèle. Les banques et surtout pas il y a la banque postale, parce que c'est malgré tout un arbitre. Finalement, on va quand même prêter à ceux qui ont probablement des chances de passer au deuxième tour et qui n'ont pas 1%. Alors là, je mets justement. Exemple contraire. Mais on ne prêtait pas pour des raisons idéologiques. Alors je mets justement un bémol à ça, c'est-à-dire que précisément, il ne faut pas que les banques fassent de l'idéologie. Pour des raisons purement idéologiques. Non, il faut qu'on fasse. Alors justement, il faut que ce soit, selon moi, des banques privées, parce que si on arrive à un système étatique, ils vont prêter à tout le monde, et que ça va pas du tout. Et en plus, le système, on va remettre. C'est idéologique, Joseph Fares. Mais non, mais parce qu'à un moment donné, il faut un idéologique, point. Vous avez une explosion des candidatures.
finalement, personne va se distinguer. Mais non, parce qu'on ne par veut pas les être la sondages. banque qui prête Donc, au quelque RN, part- c'est tout. Quelque part, c'est les financements. C'est les financiers qui vont décider aussi du nombre de candidatures pour cette Non, c'est présidentielle. les juges. C'est une réalité. Ça, c'est les juges Mais d'abord. justement, il ne faut parce pas que que les les juges juges, pour puis des les raisons banquiers. idéologiques. Et là, Bon. c'est comme les syndicats. Alors. Je trouve très dérangeant, effectivement. Alors après, il y a peut-être des problèmes de gestion, mais c'est très dérangeant, effectivement, que les banques fassent justement de la politique et de l'idéologie. Et c'est vrai que le système américain, c'est pas neuf sous Trump. Biden était l'homme des réseaux, des trusts, etc. C'est ça, effectivement. C'est le grand danger, c'est que ce soit du financement privé qui va donner des inféodés, etc. Donc, il faut que ça reste des banques, mais des banques pas idéologiques. Geoffroy Roux de Bézieux, 2027, vous le sentez comment? C'est encore plus facile. C'est encore plus facile, voilà. Comment vous voyez cette belle année qui arrive là? Je suis d'un pessimisme joyeux, ça vous va comme écoutez, réponse? Je suis d'accord. Non, je vais vous faire une réponse un peu latérale. Il faut qu'on parle d'économie. Je trouve que les hommes politiques, au fond, prennent les Français pour des idiots économiques. Ok. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne mettent pas les sujets sur la table en se disant si on leur dit la vérité, ils ne vont pas comprendre, machin, etc. Il y a une sorte de mépris de classe, c'est peut-être un peu exagéré, mais parler de politique internationale, parler de géopolitique, parler de guerre des empires, parler d'invasion de la Chine, enfin invasion des produits chinois en France, c'est un sujet qui doit concerner tout le monde. Et les hommes politiques font deux erreurs, ne pas parler d'économie en disant la vérité, et l'autre, alors c'est pas vrai dans tous les spectres, c'est de taper sur les entreprises, parce que tous les sondages montrent que la confiance dans les entreprises depuis très longtemps monte, et elle s'accélère depuis le Covid. Et d'ailleurs, c'est un peu un vase communicant, pardon de le dire, avec les hommes politiques. Et donc, un parti qui ne mise pas sur les entreprises, je ne dis pas que tout est rose dans l'entreprise, il y a des choses à corriger dans le capitalisme, mais un parti qui ne miserait pas sur les entreprises, suivez mon regard, le programme qui est sorti du Parti socialiste, qui est un retour aux années 70. Je le dis aux banques, c'est très dangereux de leur prêter, ils ne sont pas sûrs de faire 5%. Oui, mais certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un programme anti-entreprise. Et ils font une erreur économique, mais ils font aussi une erreur politique. Je veux dire, c'est qu'ils ne réalisent pas. Et moi, j'ai regardé le sondage, je les regarde depuis maintenant 15 ans, sur l'image prise. Ce qui est très intéressant, c'est que ça presse aussi chez les gens qui ne travaillent pas dans le privé. Pendant très longtemps, Même les fonctionnaires. il y avait les 23 millions de salariés français qui étaient entre guillemets pro-entreprise, parce qu'au quotidien, il y a toujours des problèmes, mais ils voyaient les choses qui fonctionnaient. Et puis, il y avait le reste, les étudiants, ceux qui n'étaient pas en contact, qui étaient plutôt contre. Aujourd'hui, l'eau monte, si j'ose dire, dans tous les bains. Et donc, un candidat qui ne ferait pas une campagne, je ne dis pas pro-entreprise, mais en tout cas, qui aurait l'entreprise. C'est pour ça que c'est important de voir tous les candidats. Jeu de mots avec la punchline de Jordan Bardella, il ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut voir tous les candidats, y compris RN et les filles. Oui, alors là, c'est vraiment bon. C'est facile de le dire Europe 1, mais je le dirai tout à l'heure sur France Inter de la même manière. C'est vraiment une polémique, pardon, qui est ridicule. Il y a 13 millions de Français qui ont voté pour le RN. Ben oui. Il y a, je pense, 30% des patrons. Et le MEDEF, on dit souvent c'est les grandes entreprises, mais le MEDEF, c'est 40 salariés en moyenne par entreprise. Donc c'est des TPE, Donc c'est des PME, enfin, on peut discuter. Donc oui, il faut parler à tout le monde. Mais bien sûr, c'est pas pour ça qu'on est d'accord, pas pour ça qu'on est d'accord sur toutes les idées. Enfin, si on ne rencontre pas un parti qui a, je ne sais pas combien, 90 députés, tout ça est ridicule. Hein. Et d'ailleurs, on a beaucoup glosé sur la première fois. C'est la seule différence. Moi, quand j'étais président du MEDEF, Marine Le Pen est venue présenter son programme en même temps que les autres. C'était à Station F. C'était pas au MEDEF, mais enfin, c'est la même chose. D'accord. Donc, on parle avec tout le monde. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, Laetitia Guinan, Gauthier Lebret, entre 21h. François de Rugy et Joseph Massé-Scaron. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous. À demain pour la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et notre invité demain sera Charles Rodwell. Bonne soirée.